Bonjour à tous. Merci, comme l'a dit Laurent, merci d'être venu à Lyon pour ce premier Dolibar Day. Je vais me présenter, j'ai l'honneur de faire cette introduction, cet étalonnage, on va dire, du premier Dolibar Day. Donc je suis Maxime Collas, je suis président de l'association Dolibar et c'est à ce titre que je suis ici aujourd'hui, puisque, comme l'a dit Laurent, le Dolibar Tour, on avait voulu appeler ça comme ça au départ, côté association, l'objectif c'était de pouvoir organiser justement plusieurs dates dans l'année sur des demi-journées, des événements comme celui-ci, qui permettent de convier des utilisateurs de Dolibar. Jusqu'à présent, dans la communauté, on avait des événements techniques, qui existent toujours, qu'on réalise une à deux fois par an, et dont le prochain d'ailleurs sera fin novembre, mais ces événements techniques, comme son nom l'indique, sont des événements qui sont orientés développeurs. Voilà. On voulait pouvoir ouvrir un peu plus largement cette communication et ces événements auprès d'une communauté d'utilisateurs, d'où votre présence aujourd'hui, pour ce premier Dolibar Day. Donc moi, mon intervention va concerner les nouveautés de Dolibar 12. J'en aurai aussi quelques-unes de Dolibar 11 à vous montrer. L'objectif, c'est simplement de vous présenter sous forme de démo. Hein. Je ne vais pas rester sur des slides pendant 20 minutes. Sous forme de démo, un peu ce qui a changé dans les dernières versions de Dolibar. Et vous donner peut-être envie d'aller creuser un petit peu plus et voir des choses qui peuvent vous intéresser. Je vais commencer par me présenter. Donc moi, Maxime Collas, je suis le créateur de la société ATM Consulting, qui est basée à Valence. Ça fait 8 ans qu'on existe à Valence, on est une vingtaine de personnes, et notre métier c'est vraiment d'être expert Dolibar. On ne fait que ça, on fait de l'intégration du logiciel Dolibar auprès de nos clients. Donc, comme je vous l'ai mis là, voilà, on est expert, intégrateur, et on participe très activement à la communauté de développement de Dolibar. Nous sommes Preferred Partner, comme c'est le cas d'OpenDSI de Dolibar, et donc je suis président de l'association Dolibar depuis 2016. Un tout petit mot sur l'association Dolibar, et c'est aussi ça qui, moi, me fait plaisir, j'allais dire, au quotidien, c'est de faire partie d'une communauté qui est soutenue et maintenue par une association, justement, pas par une entreprise qui a un objectif financier derrière. Et le fait que Dolibar, le logiciel Dolibar, soit appuyé sur cette association, pour moi, ça a une grande importance. Je vais citer le concurrent qui est Odoo, qui est un autre ERP open source. Lui, il y a une entreprise derrière, et c'est pas la même chose en termes d'investissement et de communauté. Voilà, donc je suis très fier de représenter l'association, et voilà, qui est l'objet de l'association, c'est simplement de soutenir Dolibar, de promouvoir Dolibar. L'association ne met absolument pas ses mains dans le code de Dolibar, ça c'est réservé à la communauté, aux intégrateurs comme nous, aux partenaires. Voilà, petit rapide présentation de l'association. Troisième et dernier slide, je vous ai dit que je n'allais pas vous embêter avec beaucoup de slides, on va vite passer en mode démo. J'ai simplement listé les fonctionnalités nouvelles de Dolibar 12, alors attention, pas toutes, hein. Je les ai ciblées pour vous présenter des choses qui me semblent, moi, importantes et intéressantes à vous présenter. On va aller les voir ensemble donc, en détail, et j'ai remis simplement 2 liens, puisque chez ATM, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de Dolibar qui sort, on fait un petit article sur notre site, avec l'explication des nouvelles fonctionnalités, des captures d'écran. Donc j'en ai mis quelques-unes que je vais vous présenter ce matin, et vous aurez les liens pour pouvoir aller voir l'exhaustivité des nouvelles fonctionnalités de chaque version. Donc pour aller quand même les présenter d'abord à l'oral, je vais vous parler des améliorations graphiques, de l'ergonomie générale du logiciel, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on a amélioré sur ce côté-là. Une partie très intéressante, les modules de gestion de production, puisque ça fera l'objet d'un atelier que j'aurai le plaisir d'animer tout à l'heure. Mais dans le cœur de Dolibar, côté communautaire, il y a 2 modules qui ont été stabilisés dans la version 12. Donc c'est le début de ces modules dans la partie production, que sont donc la gestion des Bill of Materials, BOM, donc les nomenclatures, et les ordres de fabrication. Le module comptabilité, c'est pas moi qui en parlerai le mieux, c'est Alexandre, avec voilà, les nouveaux formats d'export, la gestion intracommunautaire, l'export, etc. Je voulais vous présenter quand même le module ticket aussi, qui est assez récent dans le cœur de Dolibar et qui permet de gérer du ticket, du SAV. Une petite nouveauté mais assez sympathique sur les PDF que je vous présenterai. Et enfin, des modifications diverses mais qui ont leur importance à mes yeux, la gestion des rôles des contacts, la modification en live des prix de vente et la possibilité de choisir des lignes. Je reviendrai dans le détail de tout ce que ça signifie. Tout va bien, j'ai perdu personne jusqu'ici ? Parfait. Donc comme je vous l'ai promis, hop, c'était la dernière slide. Et on va pouvoir basculer en mode démo.
Donc je le sais d'avance, je ne suis pas à l'abri de l'effet démo, comme tout le monde le connaît. Hein. Donc là je suis sur un Dolibar, j'ai pas pris trop de risques, qui est installé sur mon PC tranquillement. Je suis sur la version 12 la plus à jour possible. Et bon, mon environnement de test s'appelle M Développement. M comme Maxime, vous l'aurez compris. Je vais commencer par vous présenter donc, quelques petits changements ergonomiques qui sont arrivés dans les dernières versions. Oui? Ah, je suis trop... Bien sûr. Est-ce que c'est mieux pour tout le monde? Ok. N'hésitez pas à me dire si, pareil, si je parle pas assez fort ou quoi aux caisses, qu'on puisse faire profiter à tout le monde. On va aller sur des listes. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure, les propositions commerciales. Voilà. Des améliorations ergonomiques sur les listes. Les recherches. Merci Alexandre, si je dis pas de bêtises là-dessus. Quelque chose qui était assez demandé justement et qui faisait un peu défaut, c'était de pouvoir faire des recherches dans des listes de date à date. Avant, il y avait une simple recherche par date, donc on pouvait filtrer que sur une date, c'est un peu dommage. Là maintenant, on peut vraiment faire des recherches, donc je crois que c'est sur 90% des listes. Ouais, c'est ça. Voilà. Il reste 2-3 petits trucs qui doivent traîner. Il en reste quelques-unes encore à modifier, à améliorer dans le code pour pouvoir se baser sur cette ergonomie-là, mais donc c'est vraiment un outil assez sympa, il a été très demandé. Et c'est vrai que quand la seule réponse c'est de dire il faut faire un export et après filtrer dans Excel, c'est un peu dommage. Là, ça sera en direct dans l'écran. L'autre amélioration ergonomique, je ne vais pas dire de bêtises, je ne l'ai pas mis ici, c'est pas grave. Bon, c'est mineur entre guillemets, mais c'est un petit peu plus visible. Tout ce qui est statut, on a des vrais badges de statut. Avant, vous aviez ici juste un rond, blanc, vert, jaune, gris, en fonction du statut de la fiche sur laquelle vous vous trouviez. Là maintenant on a vraiment un badge complet avec écrit ce que c'est. Donc en un coup d'œil, on sait où on en est, on n'a pas à se reposer la question à chaque fois de qu'est-ce que ça veut dire le rond jaune, qu'est-ce que ça veut dire le rond vert, etc., etc. Donc sur le statut, amélioration de l'affichage, et ce qui du coup dans les listes, je vais retourner sur une liste d'ailleurs, voilà. C'est quand même un petit peu plus sympa que simplement un petit rond vert, un petit rond jaune ou rouge. Parfait, donc ça c'était sur la partie ergonomie. On garde les questions pour plus tard? On peut, c'est toi qui... C'est moi qui vois? Moi je suis le gardien du temps, Max. 9h12, donc ça va. Si vous avez des questions sur cette première partie, n'hésitez pas. Comme je vous dis, c'était une partie un peu entrée en matière, un peu fun, voir ce qui est un peu changé d'un point de vue graphique, ergonomique. Mais si vous en avez d'autres, des questions auxquelles vous viennent plus tard, n'hésitez pas. On a toute la matinée pour vous. Deuxième partie, je vais vous présenter justement ce nouveau menu qui apparaît, donc menu GPO. Donc ça, c'était une volonté de la communauté de commencer à intégrer des modules de production dans le cœur du logiciel. Et donc ça a été fait déjà en V11, il y a le module de gestion de nomenclature qui est apparu, et en V12, vous avez en plus le module d'ordre de fabrication. Alors, je pense savoir de quoi je parle moi personnellement, puisque GPO, donc je l'ai dit, c'est l'atelier que je vais animer cet après-midi, que chez ATM... Tout à l'heure, effectivement, je me vois déjà rester toute la journée, ça veut dire que je suis bien avec vous, c'est parfait. Voilà, chez ATM, on a développé il y a quelques années nos propres modules de GPAO. Nous, on avait développé ça avec des clients, hein. Souvent on fait comme ça, on développe des modules en partenariat avec des clients. Et on a donc plein de fonctionnalités dans ces modules-là qui, bien sûr, ne sont pas encore présentes dans le cœur de Dolibar. En revanche, le fait d'avoir ce début de module de gestion de production dans Dolibar, déjà ça permet à l'ensemble de la communauté de pouvoir y contribuer et participer. Et nous, à titre particulier ATM, notre objectif, c'est de pouvoir basculer progressivement tout ce qu'on a pu développer avec nos clients sur nos propres modules GPAO dans la communauté. Mais on veut le faire progressivement pour ne pas faire n'importe quoi non plus et vraiment répondre au cas général. Quand on est amené à développer des choses pour des clients, forcément on fait des choses un peu générales à leur activité, puis on leur fait aussi un peu de spécifique. Donc on veut surtout éviter de retrouver du spécifique dans le cœur de Dolibar. Mais c'est un projet qu'on va mener là sur l'année à venir, d'intégrer de plus en plus de fonctionnalités GPAO directement dans le cœur. Donc là je vais vous présenter justement ces deux modules qui, pareil pour les spécialistes de la GPAO, comme je l'ai dit, hein, c'est les débuts des modules, donc il y a encore beaucoup de choses et d'améliorations à faire. Donc je vais pouvoir gérer des nomenclatures. Les nomenclatures, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une fiche. Voilà.
une fiche nomenclature avec une référence de nomenclature, donc qui s'appelle BOM, puisqu'en anglais nomenclature se dit Bill of Materials. Et cette nomenclature, elle sert à définir comment, avec quoi, je vais fabriquer un produit fini. Donc en l'occurrence, là, cette nomenclature, elle concerne la fabrication de mon produit fini, qui dans ma base, c'est le produit numéro 3, qui s'appelle table de salon. Elle sert à fabriquer une table de salon, ma quantité de référence. Je peux donner une description à ma nomenclature. Je peux mettre une durée de production ici, on y reviendra après. Préciser quel est l'entrepôt par défaut qu'on va utiliser quand on fabrique ce produit fini. Et ces deux informations-là, coût total et coût unitaire, c'est des informations qui se calculent automatiquement. Pourquoi? Parce que la suite de la nomenclature, c'est de définir justement quelles sont les matières premières dont j'ai besoin pour fabriquer mon produit fini. En l'occurrence, pour faire ma table de salon, j'ai besoin d'un plateau de table ronde, de 4 pieds de table, et je pense que pour un test, j'avais ajouté des frais de transport, ça n'a rien à faire dans la nomenclature. Ce qui fait que j'ai les coûts totaux ici qui se calculent directement, j'ai la somme totale qui me dit que bah voilà, pour produire une table, ça me coûte 206 €. Donc c'est vraiment un début, mais il fait déjà bien le job pour pouvoir définir comment je fabrique mon produit fini, avec quelle matière première et quelle quantité. On retrouve l'ergonomie de base de Dolibar, à savoir la gestion du statut, la possibilité de modifier une ligne avec le crayon, de supprimer, de réordonner les lignes, et bien entendu d'ajouter d'autres lignes. Et on a également dans ce module un workflow, je vais me baisser, puisque la nomenclature, quand je la travaille, quand je la crée, quand je l'enregistre dans mon Dolibar, je suis en mode brouillon. Une fois qu'elle est bonne, que c'est ma nomenclature validée, d'ailleurs je vais enlever les frais de port comme ça, hop, parfait, je la valide, donc elle va vraiment avoir le statut ici de nomenclature active, et si dans le cycle de vie, ce produit-là finalement au bout de quelques années je ne le fabrique plus, je garde bien sûr la nomenclature dans ma base en tant qu'information, mais je peux la désactiver. C'est-à-dire que je ne l'utiliserai plus pour faire des fabrications. Donc on est vraiment sur une base de gestion de nomenclature collée au cœur de Dolibar, avec les mêmes fonctionnalités habituelles que vous avez dans Dolibar, la même ergonomie de Dolibar. Je regarde l'heure, tu ne me fais pas de signe, ça va? Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Oui, bonjour Alexandre. Au niveau des produits qui sont là pris en tant que composants, les plateaux et les pieds de table, est-ce qu'on peut ajouter dedans un produit fini? Est-ce que je suis en multiniveau ou pas encore? Alors, c'est une excellente question. Pour faire l'exemple, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de voir si je peux faire une nouvelle nomenclature. On va le tester en live. Je vous avoue que je n'ai pas vérifié encore cette partie-là. Et on va dire que ça concerne le plateau, justement. Hop. Alors, il n'y a rien qui m'empêche d'avoir, du coup, une nomenclature pour un de mes produits qui lui-même était une matière première. Maintenant, si je retourne sur mon autre nomenclature, je n'ai pas forcément le visuel qui me dit que c'est lui-même un produit fabriqué. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de restriction en fait, puisque les nomenclatures sont indépendantes les unes des autres. Mais c'est sûr que c'est effectivement un des points, je ne pense pas que ce soit du coup encore en place dans le cœur ici, qui fait que quand on va vouloir générer un ordre de fabrication pour mon produit fini, il va falloir que ça génère effectivement des sous-ordres pour mes produits intermédiaires. Tout à fait. Du coup, je vais basculer sur la partie ordre de fabrication. Donc, l'ordre de fabrication, hop, je vais faire un nouvel ordre ici. Ah, ben, forcément, je vais partir du produit. Donc, si tu as désactivé tu l'as passé en brouillon, que tu vas mettre en... Bien vu, merci Charlène. Effectivement, je ne peux pas choisir de nomenclature si j'en ai aucune d'active dans ma base. Donc je réactive ma nomenclature ici, et forcément, voilà, je vais pouvoir fabriquer du coup ma table de salon. Automatiquement, bien sûr, il me dit quel produit ça concerne. Il me demande combien je veux produire de tables. Donc ici, je vais en produire 10, par exemple. Je vais pouvoir mettre un libellé si je le souhaite, c'est libre. Je vais pouvoir dire que cette fabrication concerne un client et où est rattaché à un projet. L'entrepôt pour la fabrication, c'est présélectionné par défaut. Et ensuite, je peux mettre une date de début, une date de fin prévue. Pour l'instant, tout ça est très manuel. Je vais créer mon ordre de fabrication. Et donc voilà ce que donne une fiche OF. Je suis d'abord en brouillon, comme toujours dans Dolibar. Je crée d'abord mon OF en brouillon. Automatiquement, il a récupéré
les informations qui viennent de ma nomenclature pour me dire, bah, voilà, il y a ces produits-là que tu vas consommer, donc mes matières premières, et il y a ce produit-là que tu vas fabriquer. Là, c'est un affichage assez simpliste de ma fiche OF. Puisque derrière, c'est dans l'onglet production, où je vois tout de suite 0 sur 10. Pour l'instant, j'ai produit 0 de mes tables sur les 10 que j'ai prévus. Et c'est dans cet onglet-là qu'on va pouvoir justement suivre l'état d'avancement de l'ordre de fabrication. Donc la première étape, ça va être de toute façon de valider mon ordre de fabrication. Ce qui va lui donner un numéro, hein, vous voyez, qui passe au statut validé, donc à produire. Et donc là, dans cet onglet production, justement, c'est ici que je vais pouvoir dire ben, j'ai avancé sur mon ordre de fabrication, donc j'ai consommé des produits, des matières premières, et où j'ai produit des produits finis. Et j'ai même un raccourci, alors on va voir ça d'un point de vue ergonomie si on le conserve comme ça, pour dire ben, j'ai tout consommé et tout produit d'un seul coup. Ça permet dans différents cas de dire ben, je fais mon OF au fur et à mesure, hein, mes 10 tables je vais les fabriquer en 2 semaines, donc tous les soirs si je veux je peux aller rentrer combien j'ai consommé, combien j'ai fabriqué, ou alors non, c'est juste à la fin, une fois que j'aurai tout fabriqué, que je vais aller dire c'est bon, mon OF il est complètement terminé. Je vous fais l'exemple ici, je clique sur consommer ou produire, je vais pouvoir dire que j'ai consommé ici allez, 5 plateaux, que j'ai consommé 20 pieds de table du coup, que c'est sorti de mes entrepôts numéro temps et numéro temps, et que du coup avec ça bah, j'ai fabriqué 5 tables. Donc là c'est vraiment le cas manuel, où je remplis tout ce que je consomme et ce que je fabrique. Et en confirmant, je vous avais dit l'effet démo, je le savais à l'avance. Ah oui, il y en avait un seul, j'avais dû faire un test là-dessus, effectivement. Ah, et là aussi, hop. Puisque mes derniers tests étaient liés, voilà, au numéro de lot, au numéro de série. Donc là, cet OF, du coup, il est considéré comme en cours, puisque j'ai commencé la fabrication. On le voit là-haut, il me dit tout de suite d'ailleurs que bah, j'ai fabriqué 5 sur 10, hein, les 5 tables sur les 10 que j'ai prévues. Et je retrouve, toujours sur cet onglet, ce que je viens de saisir. Donc à savoir que j'ai déjà consommé 5 plateaux et 20 pieds. Et je retrouve exactement derrière la date et l'heure à laquelle j'ai enregistré ces mouvements. Et j'ai déjà produit 5 tables complètes. Quand je fais ça, qu'est-ce que ça fait? En parallèle, ça me fait bien entendu tous mes mouvements de stock. Donc là en l'occurrence, il me dit qu'il y a eu 3 mouvements de stock qui sont issus de... Ah, puis j'ai un beau message d'erreur, ce n'est pas grave. J'ai des mouvements de stock donc, qui ont été automatiquement générés parce que forcément, bah, il a diminué mon stock de 5 pour mes plateaux, il a diminué mon stock de 20 pour mes pieds et il a augmenté mon stock de 5 pour mes tables. Donc là, après, quand on repense, quand on reprend un peu de hauteur, qu'on repense processus commercial, bah, du coup, j'ai 5 tables qui sont en stock, donc je vais pouvoir les vendre. Et par contre, j'ai moins de pieds et moins de plateaux, donc je vais peut-être devoir en racheter pour refaire mon stock de matières premières. Donc tout est tracé. Et au final, allez, on va lui dire ça, je consomme et je produis tout, je resélectionne des entrepôts à titre d'exemple. Et donc là, je m'arrête 2 secondes, vous avez remarqué que j'ai cliqué sur l'autre bouton qui dit consommer et produire tout. La seule différence, c'est que du coup, toutes les quantités sont pré-remplies. Je n'ai pas eu à les ressaisir, puisqu'il m'a mis automatiquement la quantité restante à produire et restante à consommer. Je vais à nouveau confirmer cette deuxième fabrication. Et là, à ce moment-là, automatiquement, voilà, mon OF passe à son statut final. C'est terminé. Mon OF, ma production a été complètement faite. J'ai eu à nouveau 3 mouvements de stock qui se sont générés. On voit qu'il y en a 6 du coup, puisque j'ai eu à nouveau une entrée de produits finis et 2 sorties de matières premières. Et voilà pour mon ordre de fabrication. Donc il y a plein de choses encore à creuser, à améliorer, même en termes d'ergonomie, hein, puisque là la démo c'est un petit peu simple, hein, j'ai 2 produits dans ma base, c'est rapide, on le voit assez facilement, c'est que là par exemple sur les matières premières et même là sur le produit fini, bah, il nous manque un petit peu le libellé quand même du produit, si on n'a que la référence c'est pas forcément très pratique en termes de production. Ce genre de choses qu'on va pouvoir améliorer justement au fur et à mesure dans ce module OF. Et pour conclure là-dessus, je vais quand même aller vous montrer que ma table de salon qui est ici, du coup, voilà, j'en ai 14 dans mon stock physique parce que voilà, j'ai eu 2 entrées de 5 qu'on a faites à l'instant et qui sont liées à cet ordre de fabrication. Donc ça veut dire aussi quand même que derrière, et c'est le cas de base déjà dans Dolibar sur toute cette partie stock, on a une traçabilité complète. On est capable de trouver exactement
quand est-ce que cette table a été produite, dans quel ordre de fabrication, et retrouver l'OF pour voir qui l'a fait, quand, avec quelle matière première, etc. etc. Est-ce qu'on peut rattacher un OF à un tiers, à un client? Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais il y a une zone ici tiers qui me permet de le rattacher. Et à une commande client? Pas encore. Ça, c'est l'objectif d'après, c'est de pouvoir générer un ou plusieurs OF, d'ailleurs, directement à partir d'une commande client. C'est justement le genre de choses que nous, chez ATM, nous avons dans notre module de GPAO actuel, et qu'on va avoir à faire proprement, pouvoir passer de la commande à l'OF. Oui. Est-il possible Ah, pardon. Est-il possible d'imprimer un OF? Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas montré. Alors sur l'OF, c'est une excellente question. Il y a un ODT, mais il n'est pas top. C'est que l'ODT pour l'instant. Ouais. Donc pour l'instant, il n'y a pas de modèle de document. Je vais aller vérifier quand même très rapidement. Non, j'ai Là, dans GPAO, c'est plus simple. Par contre, Max, si tu veux passer. Il reste 4 minutes, ouais, je vais accélérer. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas de modèle de document par défaut sur la partie hors de fabrication. C'est pareil, c'est un des points qu'on va devoir améliorer. Du coup, je vous propose de garder les questions pour la suite, ou on va très rapide. Ouais. Concernant la volumétrique en litrage, est-ce que la GPAO peut potentiellement dans le futur accepter de consommer des centilitres ou... Ah, d'une question d'unité sur la consommation. C'est une excellente question. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément lié que à la GPAO. C'est plus d'un point de vue global en termes de stock Dolibar. Aujourd'hui, dans Dolibar, le stock se gère dans une seule unité. Okay. C'est-à-dire que j'achète dans une unité, c'est la même unité de stockage, c'est la même unité de vente. Il y a une fonctionnalité qui est en train d'arriver pour pouvoir avoir des unités d'achat différentes. Une notion de conditionnement, justement. Okay. Voilà. Mais du coup, après, il faudra voir effectivement dans l'OF, entre comment vous gérez votre stock, en quelle unité et comment vous souhaitez le consommer. S'il y a une différence, il y aura certainement effectivement une amélioration à prévoir. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Peut-être sur la partie GPAO, Max, pendant l'atelier, ce qui serait important, c'est de comprendre quelle adhérence ont ces fonctionnalités avec les modules existants que vous pouvez éditer ou que vous pouvez éditer Charles. Bien sûr, oui, ça sera un objectif. À quel moment je peux basculer de l'un vers l'autre? Il y a déjà des trucs chez moi qui sont... Et ça, c'est important voilà. que... On a pris en compte les bombes notamment. Enfin, excuse-moi. Pour avancer un petit peu, parce qu'effectivement je déborde, je vais vous présenter très rapidement un module ticket. Donc un module ticket qui est arrivé dans le logiciel, qui permet de gérer toute demande client. En général, c'est comme ça qu'on le voit. Ça, c'est un module qui sert à gérer le SAV. Donc typiquement, chez nous, ATM Consulting, on a un service client qui s'occupe de gérer les demandes qui émanent de nos clients. Et ben, on va, je ne vais pas le dire qu'on y est déjà, parce qu'on va bientôt migrer sur ce module. Et donc le principe, c'est quoi? C'est que je peux enregistrer ce qu'on appelle un ticket, qui a un numéro. Le ticket, il concerne un client, bien entendu. Il concerne aussi un contact. Je sais qui a ouvert le ticket. Le ticket, il a un titre, il a une description, il a une classification, et on fait avancer le ticket en fonction de où est-ce qu'il en est de son traitement. Voilà, donc on suit les demandes de nos clients, on se les affecte, on y répond, on les résout, et adossé à ce module ticket, il y a un portail public que les clients peuvent consulter, sur lequel ils peuvent ouvrir de nouvelles demandes, ou bien consulter la liste de leurs demandes pour savoir où ça en est, refaire des messages, etc. etc. Donc ça, c'est un module ticket qui est arrivé dans le cœur de Dolibar, je crois que déjà depuis la V11. Oui. Donc, comme je le dis, nous, ça nous intéresse. Pour l'instant, notre service client chez ATM, on est sur un autre outil, puisque avant, il n'y avait pas encore ce module dans Dolibar. Et normalement d'ici un mois, je vais prendre un peu de marge, on devrait être passé sur cet outil-là directement intégré. C'est quand même plus facile de former tout le monde à Dolibar plutôt que de former à deux outils différents. Et puis c'est quand même beaucoup plus ergonomique et d'avoir des liens directs avec la fiche client, où est le projet en cours, qui s'occupe de ce client, etc. Donc ça, c'était pour le module ticket. J'ai une question. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il est soumis à authentification, le portail client? Alors, le portail client cœur Dolibar, c'est une authentification, mais qui ne se fait pas avec un mot de passe. C'est le numéro de ticket et email? C'est ça, exactement. Ah, c'est-à-dire que quand l'interface publique pour créer un ticket, je crois qu'elle est publique, il n'y a pas de restriction. Par contre, on peut configurer pour faire en sorte que si l'email qui est utilisé n'existe pas dans la base de contact, le ticket est refusé, il n'est pas créé du tout. Il faut que l'email soit connu de l'entreprise pour pouvoir ouvrir un ticket. Et derrière, pour pouvoir consulter le ticket, effectivement, c'est le couple email et identifiant du ticket, qui est un identifiant sous cette forme-là, pour éviter justement que on tape juste un numéro de ticket 001 et qu'on arrive à consulter n'importe quel ticket. À la mode Open Ticket. C'est ça.
Je vais basculer sur des fonctionnalités un peu plus petites mais toujours aussi intéressantes. On a intégré chez ATM, puisque c'est nous qui l'avons fait, la notion de rôle des contacts. Donc ça c'est assez important. C'est ici. Donc les contacts dans Dolibar, c'est les personnes avec qui, c'est mon carnet d'adresses, c'est les personnes avec qui j'échange et qui sont rattachées à une fiche tiers, client, prospect, fournisseur. Et chez ATM, on avait développé un module avant qui s'appelait contact par défaut, qui permettait de dire tel contact chez tel client, c'est mon contact facturation. Tel contact, c'est mon contact livraison. Et ce module-là, du coup, on en avait un petit peu marre de l'avoir en externe, donc on l'a intégré à Dolibar. Donc maintenant, quand vous êtes sur la création, sur la modification d'une fiche contact, je vais vous montrer la modification, vous pouvez préciser que ce contact, il a tel rôle pour votre client, pour votre fournisseur. Et l'intérêt de faire ça, ça veut dire que là, sur mon exemple, où le contact, c'est un contact facturation, et puis c'est aussi un responsable de tâches, sur les tâches dans les projets, c'est-à-dire que dès que je vais créer une facture pour ce client, il sera automatiquement mis en tant que contact facturation. Voilà. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est de pouvoir prédéfinir les rôles des contacts, et qu'on n'ait plus à s'en soucier après dans la suite, dès qu'on va créer un devis, une commande, une facture, on n'a plus besoin de se demander c'est quel contact déjà, c'est automatique. Excuse-moi, c'est un peu sur le petit qui parle. Vas-y. C'est associé au dictionnaire des contacts natifs. Oui. Il faut rajouter. Non, c'est les rôles. C'est-à-dire C'est ça. si si jamais les liens, je peux les. Directement, ils seront là-dedans, tout à fait. Ok, super. Ces rôles de contact, effectivement, comme le dit Charlène, pour préciser, ce sont pas, là ici, ce qu'on voit, ce sont les rôles par défaut, qui existent de base dans le logiciel, mais cette liste de rôles, elle est personnalisable, puisque c'est un dictionnaire qu'on peut rentrer d'autres rôles dans le système. C'est une fonctionnalité qui pourrait être utilisée quand on fait des envois de mails de masse. Eh ben, c'est pas encore. Des factures, voilà, le contact facturation, il n'est Ouais. pas exploité. Eh ben, pas encore, justement. Ça, c'est l'objectif d'après. C'est de pouvoir même aller un peu plus loin, c'est quand j'envoie un email en masse, c'est de pouvoir sélectionner à quel rôle je veux envoyer le mail. Pour l'instant, c'est pas le cas. Les emails en masse, si je dis pas de bêtises, dans les dernières versions, ça envoie à l'adresse email du tiers. Mais effectivement, c'est une demande récurrente, celle-ci aussi, de pouvoir soit dire tel mail, les factures, c'est envoyé au contact facturation, soit même de pouvoir choisir à quel rôle je veux envoyer mon mail. C'est ça qu'aujourd'hui, c'est le contact facturation que j'utilise dans contact tiers, le mail, c'est celui de la facturation et pas le contact général. C'est ça, ce serait bien. Excusez-moi, Serge. Oui. Est-ce que c'est possible de mettre en relation les contacts avec une base Exchange par exemple, des contacts Exchange ou les exporter Alors ça, c'est une question très très large et très vaste. Je propose qu'on la garde pour tout à l'heure, parce que c'est un vrai sujet de comment on peut interfacer le carnet d'adresses d'Olibar finalement avec tout un tas de carnets d'adresses différents, parce que on parlait d'Exchange, mais il y a plein d'autres systèmes bien entendu. Je ne suis pas du tout calé techniquement sur ce sujet-là. J'ai un collègue qui bosse là-dessus sur la partie DAV, effectivement, avec du carte DAV. Mais voilà, c'est tout un sujet, je vous propose qu'on en rediscute tout à l'heure. Tac, il me reste... j'ai dépassé que de 3 minutes, donc ça va. Tu peux encore mettre encore 5 minutes. Encore 5, parfait. Parfait. Petite chose intéressante qui commence à arriver aussi, quand on a... je vais aller sur un devis signé, c'est parfait, j'en ai 2. Tac. Quand on passe d'un document à un autre, donc là je vais passer d'un devis signé à une commande par exemple, donc je vais cliquer sur ce bouton créer commande pour dire c'est bon, mon client m'a signé mon devis, donc je vais enregistrer la commande dans mon système. On a la possibilité de choisir les lignes maintenant. Donc ça c'est assez sympa parce que régulièrement dans les entreprises on fait un devis, le client il a 15 lignes dans son devis, il nous renvoie le devis en disant je te prends ça, mais je te prends pas tout. Donc pour éviter de refaire le devis, de le remodifier, le repasser en brouillon, on peut directement dire ok mon devis c'est bon, il a accepté, je choisis quelle ligne il me prend dans mon devis au moment où j'enregistre la commande. Voilà, donc ça permet de choisir les lignes qui vont être intégrées. Donc en général les gens les mettent à 0 de base dans leur catalogue, et du coup à chaque fois il faut qu'ils ajoutent les frais de transport, puis qu'ils modifient la ligne pour pouvoir mettre le vrai prix des frais de transport. Parfait. Allez, 9h36, la dernière chose et je passe la main. Je vais le faire sur facture. On va le faire sur une facture. Donc ça c'est assez intéressant. Ouais, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. On va partir sur un brouillon, mais c'est pas grave. Ce qui est assez intéressant, c'est l'option qui permet de dire dans les PDF, je souhaite faire apparaître les champs complémentaires.
pense que la plupart d'entre vous le savent, dans Dolibar, l'utilisateur, sans faire de code, a la possibilité de se créer des champs complémentaires sur les fiches. Donc rajouter des zones pour pouvoir ajouter des informations, que ce soit sur les fiches clients, sur les devis, sur les factures, et voire même sur les lignes de devis, de factures. Et ces zones complémentaires, jusqu'à présent, c'est bien, c'était dans Dolibar, parfait, on pouvait s'en servir, mais elles n'apparaissaient pas dans les PDF. Et donc maintenant, il y a une option comme cela, qui existe dans la configuration, et qui permet de dire, justement, que le champ apparaît dans le PDF. Je vous montre à quoi ça ressemble. Par exemple, sur ma facture, j'ai un attribut supplémentaire qui s'appelle « Comptabiliser-le ». Et cet attribut supplémentaire, ici, j'ai défini, c'est qu'il apparaissait dans le PDF. Et donc en fait, on a plusieurs options. Donc si je mets 0, il n'apparaît pas dans mon PDF. Si je mets 1, il apparaît dans le PDF. Si je mets 2, il apparaît que s'il n'est pas vide. Et pour les lignes, on a des options un peu différentes. Est-ce que quand j'ai un champ supplémentaire de ligne, il apparaît en tant que colonne complète dans mon PDF? Est-ce qu'il apparaît dans la partie après la ligne description, ouais. Ou est-ce qu'il apparaît uniquement sinon vide, par contre affiché dans la colonne de description? Ah oui, si, dans la description de ligne, c'est ça. Et donc pour vous donner l'exemple rapide de ce que ça donne, quand je suis sur une facture ici et que j'ai ma date ici, comptabilisez-le, vous voyez, 25 septembre 11h19, si je régénère mon PDF, vu que mon champ complémentaire ici, voilà, il apparaît comme ceci. Donc ça veut dire que tous les champs personnalisés que vous pouvez avoir dans vos Dolibar, que vous avez créés, que vous utilisez au quotidien, si vous avez besoin de les mettre dans le PDF standard, il y a une nouvelle option qui permet de faire ça directement. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop pointilleux, trop dans le détail, ou que j'ai été compréhensible en tout cas. Et je vous souhaite une bonne matinée et à tout à l'heure pour ceux que je retrouve à l'atelier GPAO. Merci.